Bonjour et bienvenue dans le cours sur la partie contrôle de mouvement de l'UE Animation en synthèse d'image. Ce cours est composé de 3 parties. Dans une première partie, nous allons voir les fondamentaux de l'animation interactive basée physique. Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à la partie du contrôle de mouvement à proprement parler. Et on finira par une partie de présentation assez courte du TP. Première partie, fondamentaux de l'animation interactive basée physique. Alors, vous avez vu précédemment dans l'UE un certain nombre de concepts de l'animation, en particulier cinématique et dynamique. Vous avez vu ce que c'était qu'un corps rigide, donc c'est un corps, donc un point dans l'espace avec certaines propriétés. Vous avez vu ce qu'était qu'une articulation et les degrés de liberté d'une articulation. Ça, vous avez vu ça avec Monsieur Meyer dans la partie animation cinématique, surtout. Donc, vous aviez l'articulation, par exemple, du genou, de la hanche d'un personnage. Et donc, les degrés de liberté, c'était voilà, le nombre de rotations qui étaient associées à une articulation. Le genou, il n'y avait peut-être qu'une seule articulation. Il n'y avait qu'un seul degré de liberté pour l'articulation du genou, alors que pour la hanche, par exemple, il y avait 3 degrés de liberté, avec 3 axes orthogonaux pour l'articulation de la hanche. Vous connaissez aussi ce que c'est qu'une masse et un centre de masse, donc associé au corps rigide en général. D'accord. Un moment d'inertie, donc qui lui décrit la répartition de la masse dans le volume. Et puis ce que c'était qu'une force et un moment, donc une force qu'on applique sur un corps rigide pour le faire se déplacer. Et puis un moment qui est un petit peu l'équivalent de la force, mais en rotation. Donc normalement, avec tout ça déjà, vous êtes capable d'assez facilement de créer une simulation avec des corps rigides dedans et qui vont se déplacer en fonction des forces et des moments qui lui sont appliqués dessus, évidemment en fonction de leur masse et de leur centre d'inertie également, leur moment d'inertie, et qui sont potentiellement contraints par des articulations. Donc deux corps rigides peuvent être connectés par une articulation, et donc cette articulation va être aussi résolue et va faire partie de la simulation. Vous pouvez très bien imaginer les laisser s'animer tout seuls, de manière passive, dans un environnement physique. Vous avez aussi vu que vous êtes capable de les manipuler dans un environnement cinématique pour, par exemple, directement donner des valeurs au degré de liberté des articulations. Mais par contre, dans une animation physique, si vous ne faites rien de particulier, si vous n'appliquez aucune force et aucun moment, eh bien la chose que vous voulez animer, donc la série de corps rigides articulés, vont juste tomber au sol, si vous avez un sol évidemment dans votre simulation, dès le début de la simulation, et ça va comme ça rester dans l'état indéfiniment. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite faire ici, on a envie que les choses se déplacent, bougent. Alors l'animation basée physique va faire ça, va faire en sorte que les choses bougent dans une simulation qui utilise la physique. C'est très utilisé actuellement pour simuler du coup ces phénomènes passifs, d'accord, là où on n'a pas besoin d'utiliser des forces et moments pour faire bouger les choses. Par exemple, la simulation de fluides, donc c'est dans la simulation de fluide elle-même et donc la nature des fluides que les calculs sont faits qu'effectivement le fluide peut se comporter, se simuler. Les vêtements, ce que vous avez vu avec, là dans la partie de Florent Zara, où vous avez par exemple des masses ressorts, des systèmes de masses ressorts, vous êtes capable d'interagir avec. D'accord. Les personnages articulés passifs qu'on appelle aussi ragdoll, ça vous le voyez beaucoup dans les jeux vidéo, donc dès que vous tirez sur un personnage et qui tombe de manière à peu près réaliste et pas toujours de la même manière au sol, en général du coup c'est une ragdoll qui est derrière, donc il y a effectivement une simulation physique qui est faite, mais juste le personnage va réagir à une force, typiquement dans la direction du tir que vous avez fait, et va juste s'effondrer au sol et rester au sol. Lorsque vous voulez aussi simuler des projectiles, donc par exemple le projectile qui a été utilisé pour lancer sur la ragdoll, et ça peut être aussi une simulation physique qui est derrière. Et si vous avez voilà, des objets passifs, inanimés, que vous pouvez par exemple casser, donc ça c'est assez classique aussi dans les jeux vidéo, vous avez des portes et des bureaux et des chaises et n'importe quoi, et des caisses que vous voulez casser, et ce meuble là, ce décor, va être composé de plusieurs corps rigides qui sont au début connectés de manière fixe, et puis lorsque le personnage décide de casser, il applique une certaine force, et puis l'objet est décomposé dans ces multiples petits corps rigides, et puis les liaisons, les articulations
articulations qui existaient sont juste lâchées, et donc du coup tous les corps rigides tombent. Donc ça, c'est des choses, donc des phénomènes passifs, donc c'est-à-dire que le mouvement n'est pas issu de ces choses-là, c'est une force typiquement qui est appliquée de manière externe sur ces choses-là et qui les font se déplacer, se casser, tomber, etc. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce cours-là, c'est d'être capable d'avoir des forces et des moments qui représentent une énergie qui vient depuis le corps rigide. C'est le corps rigide lui-même qui génère l'énergie, qui est capable de le faire se déplacer, et non pas une force externe qui viendrait de nulle part. Alors, les avancées récentes qui nous permettent de faire cette chose-là, donc de contrôler de manière active des systèmes basés physiques, tels qu'un humain virtuel, nous permettent de faire des choses très intéressantes qui ne sont pas encore vraiment déployées dans le commerce, genre dans les jeux vidéo, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et en particulier la robustesse, donc être capable de faire en sorte qu'effectivement la chose que vous voulez faire bouger, elle bouge de la façon dont vous le voulez, ça reste encore assez dur à faire. De la qualité visuelle, en gros l'aspect naturel que vont avoir les mouvements qui vont être générés, et de l'utilisabilité, donc effectivement, typiquement la réactivité à des commandes utilisateurs, donc lorsque vous voulez que votre personnage virtuel, il arrête de marcher, commence à courir ou sauter ou faire quoi que ce soit, il faut évidemment que tout ça soit assez fluide et il faut que ce soit rapide, que la séquence d'action et l'implication sur le mouvement soit rapide. Et bien ça, dans les animations basées physiques, par nature, on verra un peu plus tard pourquoi, ça reste encore un petit peu dur à faire. Donc il y a beaucoup d'améliorations encore à apporter, et c'est ce qui freine encore un petit peu l'explosion dans le commerce ou dans le grand public de ce genre d'approche. Mais quand même, dans les jeux actuels, typiquement, ou dans l'industrie du cinéma, il y a de l'animation basée physique, active, qui est faite. Alors c'est fait en général en mix avec de la cinématique, donc c'est jamais purement de la physique, parce que c'est assez dur à faire, et vous le verrez aussi en TP. Donc souvent il y a un mix qui est fait avec de l'animation basée cinématique, donc tel que vous l'avez vu avec Monsieur Meyer. La cinématique, elle, donc son but, ça va être de rejouer et d'adapter un peu légèrement à l'environnement des mouvements qui existent déjà, typiquement dans une base de données. On va chercher dans une base de données des mouvements de course, de saut, etc. On va piocher en fonction de l'événement, de ce que l'utilisateur veut et de l'environnement qui est autour du personnage, typiquement. Et puis on va sélectionner le meilleur, on va un petit peu l'adapter pour que ça corresponde excellemment bien. Si on veut que le personnage il attrape un objet sur une table et qu'on a un mouvement dans la base de données qui fait à peu près ça, mais la distance entre le personnage et la table ou l'objet n'est pas exactement celle qui a été enregistrée, d'accord, parce que le joueur s'est arrêté un petit peu avant ou un petit peu après, et ben, il va falloir un petit peu légèrement adapter ce mouvement-là pour qu'il attrape exactement bien l'objet. Mais on part quand même d'un mouvement qui existe déjà quasiment, qui est déjà correct et qu'on adapte juste un petit peu légèrement. La physique, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va animer de manière passive encore, hein, on reste dans le passif pour l'instant, dans les choses qui sont faites actuellement, en réagissant avec une force externe. Donc ça marche très bien pour faire les choses que je vous ai déjà évoquées. Si vous avez voilà, dans un jeu deux personnages qui sont en interaction, donc un jeu de combat ou quoi que ce soit, et que évidemment l'un va pouvoir appliquer des forces sur l'autre et que vous voulez que le mouvement qui soit issu de cette frappe, par exemple, soit très naturel et jamais la même, et que vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver le mouvement celui qui rapproche le plus proche, mais pas exactement, parce que vous n'avez pas forcément énormément non plus de mouvements dans votre base de données. Une manière très facile de le faire, c'est de le générer de manière automatique. Donc c'est lorsque l'événement apparaît, on va calculer comment le mouvement de réaction doit être. Donc du coup on n'a rien besoin de stocker en base de données, donc c'est aussi bien parce que c'est très léger en mémoire. Par contre ça a l'inconvénient du fait qu'il va falloir recalculer les choses, ça peut éventuellement prendre un petit peu de temps de faire ce calcul là. Mais voilà, donc on peut par exemple avoir un jeu de combat où au début les deux personnages sont animés de manière cinématique, et puis lorsque un frappe l'autre et qui doit tomber, là on bascule vers un mode cinématique pour le personnage, un mode physique pour le personnage qui doit tomber. On calcule vraiment en fonction de la force de frappe
donc le personnage appliqué dessus, le mouvement qui doit correspondre, et puis sa chute avec le sol, et puis le contact entre le personnage et le sol, tout ça, on le calcule en temps réel, on laisse faire, et puis lorsque le personnage est tombé et par terre, et ben on peut rebasculer en mode cinématique pour par exemple aller chercher un mouvement dans une base de données où le personnage va se remettre sur ses deux pieds et puis va continuer le combat. Donc c'est assez courant qu'il y a ce mix de je bascule d'un mode à un autre de manière à se faire le plus fluide possible évidemment. Et les deux se marient très bien parce qu'ils travaillent évidemment sur les mêmes données. Alors dans cette partie du cours, hein, on laisse un petit peu cet aspect de côté, et nous ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de faire du pur physique. Donc essayer d'animer de manière active dans un environnement physique tous les corps rigides articulés. Donc ça veut dire que du coup, si on est dans un environnement uniquement physique, c'est-à-dire qu'on s'interdit de modifier de manière directe les angles aux articulations. Les seules choses qu'on peut utiliser dans un environnement physique pour créer du mouvement, d'accord, pour que ça puisse répondre aux lois du mouvement, c'est d'appliquer des forces et des moments. D'accord ? Donc c'est ça qu'on va essayer de calculer en temps réel ou pas, enfin au cours de la simulation, les appliquer sur les corps rigides, et puis essayer de créer le mouvement qu'on a envie d'avoir. D'accord ? Donc ça c'est des choses qui ne sont pas encore vraiment présentes dans les jeux vidéo, qui peut-être arriveront dans quelques années, et vous verrez aussi bien vous-même d'expérience en TP, parce que c'est des choses comme ça évidemment que vous allez faire en TP, de pourquoi à votre avis c'est des choses qui ne sont pas encore vraiment bien implémentées, parce que c'est assez difficile à contrôler, robustesse, etc., tout ce qu'on a déjà dit. Alors, on est dans une simulation basée physique, mais aussi interactive. Donc là, c'est une contrainte qu'on s'ajoute, hein. Donc l'aspect interactif ici va être donné par le fait qu'on va vouloir, en temps réel, répondre à des commandes de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, bon, ce sera vous aussi, là, hein, vous serez à la fois le codeur et l'utilisateur. Vous allez vouloir demander à la chose que vous voulez contrôler de répondre à certaines commandes. Donc ça peut être vous, utilisateur, mais ça peut être aussi le système. Donc ça peut être dans un beaucoup plus gros système d'animation. Vous pouvez très bien avoir des événements de ce système-là de manière automatique qui calcule, ah, maintenant à ce moment-là, il faut lancer l'action truc, et ensuite il faudra que j'en lance l'action machin, et puis en fonction de ce que l'utilisateur va faire, hein, il y a des choses plus ou moins automatiques qui vont se lancer. Donc ça peut, il faut pas oublier que ça peut, tout ce qu'on va faire, ça peut s'englober dans un environnement beaucoup plus complexe de conception logicielle. Donc ça peut être quelque chose de type évidemment aussi direct utilisateur, genre joueur, avec type joypad ou clavier, souris, pour contrôler le personnage, par exemple aller le faire à droite, à gauche, enfin toutes les actions classiques qu'on peut imaginer. Alors, pour vous donner un petit peu une idée des choses qui sont faites sur ce thème, ça existe depuis assez longtemps, hein, la simulation basée physique, c'est pas très récent, c'est relativement récent parce que finalement ça a un peu plus de 20 ans. Vous voyez ici par exemple sur la gauche, hein, une simulation basée physique, uniquement basée physique, l'une des premières dans le domaine de la recherche, où on devait passer des heures et des heures de calcul offline, donc pré-calculé, pour calculer les choses que vous voyez ici, qui sont alors relativement réalistes, même si ça reste un petit peu robotique. Et donc ça, c'est ce qu'on était capable de faire, voilà, alors en 1996 en l'occurrence exactement. C'était pour l'occasion de Jeux Olympiques à Atlanta. Donc c'était des chercheurs américains à l'époque, qui calculaient ça, qui passaient des heures et des heures pour être capable de calculer ce genre de mouvement-là. Alors que maintenant, ce que vous voyez sur la droite, donc alors ça a déjà quelques années, mais ça représente bien ce qu'on peut faire. Voilà les mouvements que vous voyez sur la droite ici, qui sont alors très naturels, très flexibles. On voit bien que beaucoup de choses sont possibles et que la gestion de l'équilibre est plutôt bonne. Ça c'est fait en temps réel. Alors il faut pas regarder forcément l'aspect rendu, c'est pas ça qui est très intéressant pour nous, mais c'est évidemment plutôt l'aspect mouvement qui est très très fluide et très rapide à calculer maintenant. Alors non seulement à cause des ordinateurs qui sont capables de faire beaucoup plus de calculs dans un même temps, mais c'est aussi les méthodes elles-mêmes qui ont amélioré évidemment la création de ces mouvements réalistes. Alors le mouvement finalement, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un résultat dans ce contexte d'animation interactive basée physique, c'est le résultat d'un processus de simulation physique. Alors du coup, les intérêts de passer par de la simulation physique pour générer du mouvement, ça va être finalement d'être capable de générer des mouvements qui sont réalistes, alors physiquement réalistes, d'accord,
Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par les lois du mouvement, donc forcément ils sont réalistes en regard de ces lois. Ils sont pas répétitifs, en général, parce que une petite variation dans l'état de la simulation va potentiellement engendrer des simulations différentes. Et puis il n'y a pas besoin de base de données de mouvement pour être capable de générer du mouvement. Donc on est capable de générer du mouvement from scratch, avec rien. Donc avec juste les lois qui décrivent comment les choses bougent dans le monde. Donc ça suffit pour générer du mouvement. Donc ça c'est plutôt sympa. Le deuxième gros bénéfice, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'expliquer dans le code nulle part comment les choses interagissent entre elles, puisque ce sont encore une fois les lois de la physique qui vont décider de ça. Donc on n'a pas besoin de scripter quoi que ce soit sur aucune des simulations qu'on a envie de faire. On a juste besoin de décrire lorsque deux objets rentrent en collision, comment est-ce que ça fonctionne. Et ça, vous l'avez déjà vu. Et une fois que ça c'est fait, du coup, toutes les interactions qui peuvent exister entre n'importe quel objet de la simulation, on va être capable de les calculer de manière automatique, et le mouvement qui va enregistrer sera un mouvement qui sera physiquement réaliste, par définition. Alors la plus grande difficulté avec cette approche-là reste encore la capacité à contrôler de manière fine le mouvement, donc les choses qu'on veut voir se déplacer. La question, et vous allez voir, qui est donc puisqu'on a décidé que la seule chose qui nous permettait de générer le mouvement, c'était les forces et les moments qu'on allait appliquer sur nos corps rigides, la question pour créer un mouvement particulier, ça va être quelles sont les bonnes forces et les bons moments qu'il faut appliquer et à quel moment et pendant combien de temps pour pouvoir générer le mouvement qu'on a envie d'avoir. Donc évidemment, tout revient à répondre à cette question-là, et cette question-là, elle n'est pas facile à répondre. Également, il n'y a pas de contrôle direct global, c'est-à-dire que effectivement, on va s'apercevoir que les choses qu'on va manipuler, ce sont des forces et moments. Il va falloir les appliquer quelque part, ces forces et ces moments. Ça va être sur des corps rigides, et donc on va pas pouvoir appliquer, contrôler de manière globale un corps rigide articulé. On va être obligé d'appliquer plusieurs petites forces un peu partout pour être capable de faire déplacer toute la chose. Donc ça, du coup, c'est un petit peu un inconvénient aussi. L'inconvénient aussi par rapport à la cinématique, c'est que dans la cinématique où on avait une base de données où on adaptait éventuellement légèrement les choses, il suffisait de rejouer en adaptant légèrement, et puis si dans le mouvement qu'on voulait rejouer, c'était un mouvement de saut ou de flip arrière, on le rejoue, et ça se passe très bien, le personnage il fait son flip arrière, et puis il continue à faire les choses qu'il voulait après. En environnement basé physique, le problème c'est que comme on n'a aucun contrôle direct global, on va appliquer des forces et des moments qui nous permettent de faire le flip, mais une fois que ça a été fait et que le personnage doit rester en équilibre sur le sol, par exemple, après ou avant avoir fait le flip, il va falloir quand même régénérer les forces et les moments qui nous permettent de garder l'équilibre. Donc même quand le personnage ne fait rien, il va falloir tout de même appliquer des forces et des moments. Donc ça c'est très différent par rapport à la cinématique où il suffisait juste de laisser par exemple tous les angles à zéro, comme ça le personnage était tout droit sur le sol par exemple. Et là pour être capable de garder un personnage tout droit sur le sol, il va falloir appliquer les forces et les moments qui permettent de rester au sol. Ce qui est normal puisque nous-mêmes humains dans le vrai monde, pour être capable de tenir tout droit sur le sol, sur nos pieds, il y a des forces qui existent dans nos muscles pour être capable de tenir tout droit, d'accord? Sinon on tomberait, on s'écroulerait par terre. Donc effectivement, il va falloir aussi les gérer toutes ces choses-là, qui n'existaient pas en animation cinématique. De la même manière, donc évidemment, l'une des choses qui est assez difficile à gérer dans ces simulations-là, c'est les contacts avec le sol. Donc effectivement, c'est ce qu'on a dit juste au-dessus. Il va falloir que dans nos lois qui décrivent la manière dont les choses bougent et interagissent, il va falloir décrire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des contacts entre deux corps rigides. Donc il existe plein de méthodes techniques pour détecter les contacts et pour les résoudre, mais ça reste encore quelque chose qui est assez difficile à faire de manière fluide, en sorte que la simulation physique reste stable. Et donc il faut aussi les gérer, donc ça va appliquer des forces, typiquement sur les pieds, ça va appliquer des forces sur les pieds pour que le personnage reste au-dessus du sol, et donc ça va s'ajouter à toutes les forces qui s'appliquent sur nos personnages. Donc il va falloir gérer tout ça. Alors les
composants principaux qui forment un système d'animation interactive basé physique. Il y en a 3. Donc il y a la simulation proprement dite elle-même. Donc je vais dire rapidement parce que normalement vous êtes à peu près au point. Le personnage qui est animé, donc aussi assez rapidement. Et puis on va passer un tout petit peu plus de temps sur la partie contrôle de mouvement, qui est la partie qui nous intéresse dans cette partie ici du cours. Alors, la simulation physique temps réel, son but à elle, c'est de calculer de manière itérative pour chaque pas de simulation l'état de l'environnement virtuel, d'accord, au temps t. Ça, c'est fait par appliquer des forces et des moments, comme on l'a dit, et puis ces forces et ces moments, ça passe par les lois de Newton pour être capable de calculer les forces et les forces et les moments qui sont, voilà, qui sont en jeu et de les appliquer sur les corps rigides. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc en général, par 3 grosses étapes, alors qui ne sont pas forcément dans cet ordre-là, mais elles sont toutes les 3 présentes. C'est qu'on va détecter et résoudre les collisions. Donc typiquement, si c'est une méthode de pénalité, ça va créer des forces qu'il va falloir appliquer sur les 2 corps qu'il faut séparer. On va calculer le nouvel état par ce qu'on appelle un processus de dynamique directe, c'est-à-dire qu'on va appliquer les forces et moments et on va en déduire les mouvements. Donc on les applique ces forces et ces moments, dont les forces et les moments qui viennent des collisions. Et puis on va par exemple gérer aussi les contraintes articulaires. Donc lorsqu'on a dit que le corps X pouvait tourner que autour du corps Y, autour de l'axe machin, on va effectivement faire en sorte que l'application des forces et moments se fasse uniquement autour de l'axe machin pour ces 2 corps-là. Et une fois qu'on a défini tout ce système et toutes ces forces et tous ces moments qui sont impliqués, on va utiliser les lois de Newton et puis on va faire l'intégration numérique. Donc on va avoir les forces et donc à partir des forces on va avoir les vitesses et puis à partir des vitesses on va avoir les positions. D'accord, donc ça vous l'avez déjà vu. Le personnage physique à animer, lui, ça va être le même que celui du personnage cinématique, mais avec des choses en plus. Donc le personnage cinématique, hein, il avait, voilà, c'était un squelette avec des articulations, etc., etc. En plus de tout ça, ici, on va avoir 2 choses. On va avoir des géométries de collision. Donc on va avoir des volumes, si on est en 3D, des surfaces si on est en 2D, qui vont nous permettre de décrire comment les choses rentrent en collision les unes avec les autres. Parce que dans les données des corps rigides, on n'a pas cette information-là. On a l'information de la masse, du centre de masse, du moment d'inertie, mais on n'a pas, à proprement parler, la forme, la géométrie qu'a le solide. Donc ici, il faut les rajouter parce que c'est ce qui va nous permettre de tester si des choses sont en collision ou non. En général, ces géométries de collision, ce sont des choses, des primitives, donc des volumes assez classiques. Pourquoi? Parce que c'est facile à la fois de calculer leur moment d'inertie et c'est aussi très facile, plus facile de calculer leurs intersections dans l'espace. Donc entre 2 capsules ou une capsule et une boîte entre 2 boîtes, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites pour accélérer les calculs, pour être capable de calculer assez rapidement comment on fait, si deux primitives sont en collision ou pas. Parfois, c'est des combinaisons de ces choses-là, parce que finalement, c'est pas beaucoup plus difficile. Donc, par exemple, assez classiquement, en simulation basée physique, pour le pied, on va le modéliser non pas juste par une boîte simple, mais par une boîte avec un cylindre, où le cylindre sera placé vers l'arrière du pied, pour représenter un petit peu le rôle du talon et du déroulé du talon lorsque le pied marche, enfin, lorsqu'on marche, lorsqu'on appuie, on pose d'abord le talon et puis on déroule le pied. Donc pour que ce déroulé du pied soit fait de manière un peu lisse, on va mettre un cylindre ou un demi-cylindre en bout de pied. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour accélérer les processus, l'algorithme de détection et résolution des collisions. Attention, cette géométrie de collision peut être différente, et parfois différentes, je dirais, des géométries qui sont visualisées. Donc c'est encore autre chose ça. La manière, si vous avez un personnage et que vous avez la tête d'un personnage, on peut imaginer que la primitive que vous allez utiliser, ce sera quelque chose qui ressemblera peut-être à une sphère, peut-être à une capsule, pour représenter la tête du personnage, mais que la vraie tête du personnage, ce sera un vrai mesh avec des triangles, et puis qui sera la plus précise possible pour représenter le personnage. Donc voilà, la vraie géométrie visualisée, ce sera un vrai mesh 3D, alors que la géométrie de collision, ce sera peut-être quelque chose qui ressemblera à une capsule ou à un ellipsoïde ou une sphère.
Donc en plus de ces géométries de collision, qui nous servent lors de la détection et résolution des collisions, on va y rajouter donc les masses et les inerties, donc ce qui n'était pas nécessaire dans la cinématique a priori. Les masses et inerties des corps rigides, donc ça c'est du coup souvent automatiquement calculé depuis la géométrie de collision et puis la densité. Donc au lieu de donner masse et inertie à tous les corps rigides qu'on veut simuler, on lui donne juste la densité de tous ces corps rigides, et puis ensuite les masses et les inerties sont calculées automatiquement à partir de la géométrie de collision, en supposant typiquement que la densité est homogène dans tout le corps rigide. Donc, si la densité est homogène, alors du coup on donne une densité globale, on connaît le volume puisqu'on connaît la taille de la géométrie de collision, et directement on est capable de calculer la masse et les moments d'inertie. Voilà par exemple ce qu'on peut faire pour représenter un personnage, un humain virtuel qu'on souhaite animer de manière physique. On a donc le mesh 3D, vous voyez bien là, le vrai mesh du personnage, un peu détaillé mais pas trop. Donc on voit bien quand même le personnage et puis tous les détails. Par contre, vous voyez donc les choses les primitives en vert clair là, ce sont les primitives de collision. Donc on a défini ici des primitives de collision pour représenter comment les objets vont rentrer, vont interagir avec les autres corps rigides qui sont autour, entre eux, mais aussi avec le sol ou d'autres objets de l'environnement. Et donc on voit par exemple que là la tête a été représentée par une sphère, donc évidemment elle n'est pas exactement correspondante au mesh 3D de la tête. Alors ça veut dire que principalement la tête est plus petite que la sphère, peut-être qu'à certains endroits c'est le contraire, la tête peut peut-être dépasser légèrement de la sphère, mais ça veut dire que principalement on aura des faux positifs dans le calcul de détection, donc c'est-à-dire que la tête va rentrer en collision avec un autre objet alors que le mesh ne l'est pas encore lui en collision, donc on peut avoir l'impression que la tête va rebondir sur des objets alors qu'il ne devrait pas encore. Mais bon, c'est pour ça qu'on essaye d'ajuster le plus possible quand même les primitives de collision au mesh 3D, de telle façon qu'on ait le moins possible de ces artefacts où on a l'impression que des objets du coup passent à travers d'autres objets, ou bien le contraire, que des objets rebondissent entre eux alors qu'ils ont visuellement pas l'impression d'être en collision. Donc là, on voit bien donc les pieds et les mains, ce sont des boîtes, le parti du tronc aussi, alors que les bras, les avant-bras, les cuisses et les jambes, ce sont des capsules. Voilà. Et on voit aussi les petites flèches oranges, j'espère que vous les voyez, donc qui sont les articulations et donc les degrés de liberté qui sont associés à chacune des articulations. Donc on voit voilà, que la cheville et le genou, il y a un degré de liberté, etc. etc. Mais ça c'est aussi présent dans la cinématique. D'accord. Donc en plus de cette cinématique là, on a les primitives de collision et on a des masses et des moments d'inertie, donc on ne peut pas les visualiser ici, mais en fait chacune des primitives qu'on voit là a une densité associée, comme on connaît aussi le volume, puisqu'on connaît la taille de chacune des boîtes, et ben on connaît aussi la masse et puis le moment d'inertie de chacun de ces corps là. Maintenant, on va essayer de faire bouger notre personnage, donc afin d'animer le personnage, on va avoir besoin, donc en plus des propriétés cinématiques, de décider d'où viennent ces forces et des moments, de savoir où les appliquer, à quel moment, pendant combien de temps, etc. etc. Quelle est surtout leur magnitude évidemment. Et en fait, donc ces choses qu'on va appliquer, ces forces et ces moments, on va appeler ça des actionneurs. Alors c'est la traduction anglaise de actuator en anglais. Donc les actionneurs, ce sont les entités qui vont nous permettre de générer le mouvement. Alors, on en a de plusieurs types de ces actionneurs. On peut choisir, pour générer du mouvement, d'appliquer des moments directement autour des articulations, autour des axes des articulations. Donc là, par exemple, si notre but c'est de faire plier le bras de notre personnage au niveau du coude, on connaît l'axe de rotation du coude. On imagine ici qu'il est orthogonal au plan là. Donc là, voilà, on est dans l'axe, on est pile poil dans l'axe de cet axe-là. On va pouvoir appliquer un moment autour de cet axe-là qui va nous générer de l'accélération angulaire. D'accord ? Donc là, c'est la flèche qu'on représente ici qui nous dit qu'on est capable de générer de l'accélération comme on est capable de générer de l'accélération lorsqu'on va faire de l'intégration numérique. On va être capable d'avoir un changement d'orientation de notre angle à notre coude. Et donc effectivement, on va bien avoir notre bras qui peut bien se plier.
Donc ça, c'est ce qui paraît presque le plus naturel, le plus direct pour contrôler notre personnage. C'est ce qui ressemble aussi le plus à de l'animation basée cinématique. Dans l'animation basée cinématique, on changeait directement l'angle du coude. Ici, on va appliquer des moments autour de cet axe-là, et puis à travers l'intégration numérique, ça va générer un changement d'angle au coude. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est à peu près le même principe. Ensuite, on peut décider, à la place d'appliquer des moments autour des articulations de manière directe, de passer par des forces. Donc d'appliquer des forces de manière externe, qui représentent quand même tout le même, évidemment, de l'énergie qui vient depuis le personnage. Hein. On est encore toujours dans le cadre, on veut activement animer notre personnage, donc on veut que l'énergie vienne de notre personnage pour créer le mouvement. Mais là, on va créer le mouvement en appliquant une force externe. D'accord. Donc là, effectivement, pour faire plier toujours le coude, on peut par exemple appliquer une force externe représentée par la flèche bleue ici, à peu près sur la main, là, sur le poignet. Et puis effectivement, si on pousse sur le poignet, là, on a un bras de levier suffisamment grand pour être capable de faire tourner un peu autour du coude. Et donc finalement, on va être capable, de la même manière, hein, qu'en appliquant des moments aux articulations, on va être capable de générer du mouvement en appliquant des forces externes de manière directe. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième actionneur possible. Le troisième actionneur possible, c'est ce qu'on appelle les forces virtuelles. Alors les forces virtuelles, ça combine un petit peu les deux qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on a envie de contrôler notre personnage et le mouvement qui en résulte du coup, en appliquant des forces externes, comme on vient de le faire, mais on voit ça comme étant un petit peu triché, parce qu'effectivement, le personnage, lorsqu'il plie son coude, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un dieu qui est venu, qui lui a poussé le poignet pour qu'il plie son coude. Non, c'est que le personnage a décidé qu'il devait plier son coude en effectivement changeant l'angle de son coude. Donc du coup, ça va être le principe des forces virtuelles. Le principe des forces virtuelles, c'est je vais essayer de simuler le mouvement que m'aurait produit l'application d'une force externe à travers l'application d'un moment aux articulations. Donc là, on veut faire ça, donc on veut appliquer la flèche là, mais on va calculer quel est le moment à appliquer l'articulation du coude, de telle façon que le mouvement de la main, celui-ci, corresponde à comment la main, enfin tout le bras aurait bougé si on avait à la place appliqué la force externe. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça force virtuelle, parce que c'est des forces, mais on les applique virtuellement parce qu'on ne les applique pas vraiment. Ce qu'on applique, ce sont des moments. Et ce sont les moments qui nous permettent de faire le même mouvement que si on avait appliqué la force. D'où le principe de force virtuelle. Un autre actionneur, alors pour le citer parce qu'on ne va pas l'utiliser alors que les autres on va les utiliser ensemble dans ce cours là, ce sont les forces musculaires, parce que effectivement encore une fois on peut même imaginer que le moment articulaire c'est aussi triché, parce qu'un moment articulaire ça voudrait dire que de manière instantanée on va être capable de changer l'accélération angulaire au niveau d'une articulation. Bah, dans la vraie vie, dans la physiologie humaine, c'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas un petit moteur à l'intérieur de nos articulations alignés avec les axes qu'on a décrits et qui vont nous faire tourner, produire de l'accélération angulaire autour de ces axes-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Dans la vraie vie, comment est-ce qu'on est capable de générer du mouvement? C'est qu'on a des forces. On a des muscles qui relient nos corps rigides et on a des forces dans ces muscles qui vont nous faire contracter notre muscle et générer du mouvement. Ici, par exemple, pour plier notre bras, en fait, comment est-ce que dans la vraie vie on fait pour plier notre bras? C'est qu'on va avoir un muscle qui va connecter les deux corps rigides autour de l'articulation du coude, d'accord? Donc le bras et l'avant-bras. Et puis, lorsqu'on va contracter ce muscle, donc lorsqu'on va appliquer des forces de contraction, donc pour réduire la taille du muscle, et ben c'est le fait qu'on a une contrainte articulaire au niveau du coude qui va nous faire que, ok, on va essayer de rapprocher, en contractant, on va essayer de rapprocher de ces deux points-là, mais évidemment, on va être obligé de tourner autour du coude parce que notre physiologie nous dit que c'est autour de cet axe-là qu'on est obligé de tourner lorsqu'on veut faire rapprocher ces deux points-là. Donc effectivement, le mouvement, la rotation des deux corps rigides va être produite par la contraction des deux muscles. Donc on peut imaginer du coup que on a envie de contrôler un mouvement
en appliquant des forces musculaires partout dans notre personnage. Ça, évidemment, ça nécessite de connaître l'emplacement de tous les muscles de notre corps humain. Alors ce qu'on connaît, il existe des modèles pour ça, si ça vous intéresse, c'est trouvable dans la littérature sur internet, et donc on est capable effectivement d'avoir des modèles musculaires entiers de personnages virtuels et d'essayer de les contrôler en appliquant des forces musculaires et non plus des moments d'articulation ou des forces externes ou des forces virtuelles. Donc ça existe aussi. Et donc ça nous produit évidemment toujours le même mouvement. Donc pour récapituler ici sur les actionneurs, donc on a vu les moments d'articulation, donc ce qu'on appelle des servomoteurs, donc finalement des petits, des petits moteurs qu'on aurait au niveau des articulations. Donc ça c'est facile à utiliser, ça ressemble de manière très proche à ce qu'on fait en cinématique, donc c'est très intuitif, donc ça marche très bien. Les forces externes un petit peu façon bien marionnette, ou voilà, force de Dieu là, qui va appliquer des forces un peu magiques. Ça marche pour certaines choses, on verra, c'est un peu limité. Évidemment, ça marche pour tout ce qui est vraiment force externe. Les forces de réaction au sol, lorsqu'on va lancer un objet sur notre personnage, ça va être des forces externes. Mais ça fait pas partie de ce qu'on va appeler le contrôle, on va pas contrôler notre personnage avec des forces externes. Les forces virtuelles, donc du coup, c'est la simulation ou l'émulation de forces externes à travers le calcul des moments d'articulation qu'il faut appliquer pour reproduire le même mouvement. Les forces musculaires, d'accord, dont on a parlé aussi, donc qui sont des forces qui vont être produites par la contraction des muscles, c'est ça qui va générer le mouvement. Et puis après, pourquoi s'arrêter là? Après, les forces musculaires, c'est aussi une simplification de ce qu'est vraiment la nature, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne non plus. C'est qu'à l'intérieur des muscles, il y a des éléments qui sont des fibres musculaires, qui sont des éléments contractiles, mais ils sont eux activités par le cerveau, et puis il y a tout un signal électrique qui va passer depuis le cerveau jusqu'au muscle, avec des délais en fonction de l'éloignement par rapport au cerveau ou la moelle épinière, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Finalement, lorsqu'on dit qu'on passe par des forces musculaires et puis on les active ou pas, c'est aussi une très grande simplification de ce qu'est la vraie vie. Donc après, on peut remonter encore un petit peu plus vers la modélisation de plus en plus précise du vrai phénomène, de la vraie source du mouvement. Évidemment, plus on remonte haut, plus c'est difficile à modéliser et à contrôler. Donc c'est pour ça que de manière assez générale, là, on s'arrête déjà au niveau des forces musculaires. Alors on y va assez loin dans les forces musculaires quand même. C'est pas des modèles, c'est des vrais modèles qui ont été validés en biomécanique avec des vraies relations. Voilà, les forces passent par des vrais modèles physiologiques du muscle. Mais après, ça s'arrête là et ça ne va pas plus haut dans le contrôle qui vient finalement de notre cerveau ou d'ailleurs si c'est des mouvements réflexes typiquement. Voilà, donc ça, ce sont les actionneurs. Donc nous, évidemment, dans le cadre de cette UE-là, on va s'intéresser au moment, aux articulations, et puis un tout petit peu aux forces externes, mais pas tant que ça. Et puis les forces virtuelles un petit peu quand même, oui. Donc forces virtuelles et moments aux articulations principalement, vous allez utiliser ça. Alors petit retour sur les forces virtuelles pour petite précision, parce que vous allez utiliser ça, donc un petit peu pour vous donner quelques informations sur comment ça fonctionne vraiment. Donc notre but, c'est de convertir une force externe qu'on voudrait appliquer sur notre corps rigide articulé, et il va falloir calculer les moments articulaires qui vont produire le même mouvement que celui qu'on aurait obtenu en appliquant la force. Le principe général, c'est que le moment articulaire qu'on va générer, qu'on va donc appliquer, va être linéairement dépendant de la force, donc de la magnitude de la force. Donc plus la force est grande, donc plus on applique de force, plus le moment sera fort, ce qui est un peu logique. Plus on va appuyer fort sur le personnage, plus il va falloir générer un moment grand pour avoir une accélération angulaire grande, pour avoir un mouvement plus ample. Et également de la variation de la position du point d'application par rapport à l'angle de rotation. Ça, je vais y revenir tout de suite. Donc ça veut dire que pour être capable de calculer le moment articulaire, enfin les forces virtuelles, on a besoin de la force qu'on va appliquer, ça c'est normal, mais on a également besoin du point d'application de la force, donc où est-ce qu'on pousse, à quel endroit on pousse, et l'axe de rotation qui décrit les contraintes de rotation entre nos corps rigides. Alors, petit exemple. On a ici un corps rigide avec une articulation. Donc le corps rigide, c'est la barre blanche là. On a l'articulation qui est en position B. Donc on est capable de tourner en B autour
de l'axe qui est indiqué ici, l'axe A qui est l'axe qui est orthogonal à votre écran ici, d'accord? Donc on est pile poil dans l'axe, voilà, c'est le troisième axe, d'accord? Donc on tourne vers le haut, vers le bas, enfin on tourne autour de B dans le plan qu'on voit ici dans le transparent. Alors notre but, c'est de calculer le moment autour de l'axe A en B, qui nous permet de reproduire le déplacement de P lorsqu'on va appliquer la force F. D'accord? Donc si on appliquait la force F en P, le P irait forcément vers le haut, on suivrait la force de F, mais on tournerait, à cause de la contrainte de l'articulation, on tournerait autour de l'axe A. D'accord? Donc on le sent bien intuitivement ça. Et ça nous générerait, voilà, une nouvelle position avec un angle alpha par rapport à la position précédente. Donc on aurait tourné de alpha et notre position, voilà, notre nouvelle orientation de notre corps rigide serait un petit peu plus vers le haut et on aurait tourné autour de l'axe A en B, B étant fixe dans le monde ici. D'accord? Alors, finalement, la relation elle est assez simple. Le moment, donc on appelle ça tau, le symbole tau ici, donc c'est à gauche du égal, hein. Le moment correspondant à l'application de la force F autour de B, c'est pour ça qu'on a un taux de F, B, dans la direction A, évidemment le moment va être appliqué dans les directions A, est égal, donc vraiment la valeur du moment, elle est égale à l'orientation de l'axe A normalisé, donc c'est pour ça le A divisé par la norme de A, c'est qu'on prend le A normalisé, on prend le vecteur A normalisé, donc qui est ici encore une fois perpendiculaire à l'écran. On fait le produit vectoriel avec le vecteur BP, c'est le vecteur qui va de l'endroit autour duquel on tourne vers la position P, là où on applique la force, donc vecteur BP, dans cette direction-là. Lorsqu'on a fait ce produit vectoriel là, on obtient encore une fois effectivement un vecteur alors 2D si c'est en 2D, 3D si on est en 3D. D'accord? Et on fait le produit scalaire avec la force F. Donc le produit scalaire, c'est en gros on projette le vecteur qu'on a, on le projette sur F. Et on prend voilà, cette quantité qui est projetée, ça va nous donner la quantité de moments à appliquer autour de A en B, pour reproduire le déplacement de P par l'application de la force F. Alors, rentre un peu plus dans les détails encore. Donc cette chose-là, on va l'appeler la transposée jacobienne, donc la matrice qui va nous décrire ces relations. Donc le terme qu'on a dans les parenthèses, hein, donc le produit vectoriel entre le A normalisé et le BP, ça, finalement, donc ça donne encore une fois un vecteur 2D en 2D, un vecteur 3D en 3D, ça décrit la variation de la position P par rapport à une rotation quelconque, autour de A en B. Donc effectivement, lorsqu'on va tourner autour de A en B, et ben la direction dans laquelle on se déplace, c'est le produit vectoriel entre le A et le BP. Donc ça donne bien la direction dans laquelle on part. Dans le schéma précédent, la direction vers laquelle on va lorsqu'on commence à tourner, alors de manière positive, c'était vers le haut. De manière négative, c'était vers le bas. Lorsqu'on a des corps rigides, qui sont plusieurs corps rigides, qui sont reliés avec plusieurs articulations. Et pour décrire la variation de toutes les positions de P par rapport à tous les degrés de liberté possibles de notre système, on va les écrire dans une matrice, toutes ces variations. On va écrire sur chaque ligne de la matrice, on va lui donner un degré de liberté, on va associer un degré de liberté. Et toutes les lignes seront indépendantes, on pourra les évaluer de manière complètement indépendante. Et on appelle ça la transposée jacobienne. Pourquoi on appelle ça la transposée jacobienne? Alors parce que c'est la matrice transposée de la matrice qu'on appelle la jacobienne, tout simplement déjà. Mais la matrice jacobienne, donc c'est la matrice qui va effectivement décrire la variation des positions en fonction de la variation des angles. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, les d de px sur d de alpha 1 et py, pz sur une même ligne. Ça décrit comment p varie dans l'espace lorsque
on tourne, lorsque alpha 1 varie, donc lorsqu'on tourne autour d'un axe alpha. Donc on tourne dans la première ligne autour de alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha k, qui sont les k degrés de liberté de notre système. Et donc sur chacune des lignes, on va décrire comment P va varier indépendamment des autres, donc toutes les autres étant fixes. C'est pour ça que ce sont des dérivés partiels. Donc sur la première ligne, lorsque toutes les alpha 2, alpha 3, alpha 1, alpha k ne changent pas, donc lorsqu'on ne tourne pas autour des autres axes, comment P varie lorsqu'on tourne uniquement autour de l'axe alpha 1. Et on fait ça pour chacune des lignes, qui sont donc du coup indépendantes. Et donc cette matrice-là, c'est la jacobienne, et donc du coup c'est la transposée jacobienne. Donc on voit que sur une même ligne, là, de la transposée jacobienne, donc dans le G de P de T à l'indice I, c'est le produit vectoriel de A normalisé avec P moins BI, qui est le vecteur PB. D'accord? Petit exemple, même deux exemples de cette transposée jacobienne. Donc vous allez utiliser ce principe-là en TP, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre. Premier exemple, on imagine encore une fois que le AI est perpendiculaire ici au mur, au slide, d'accord? Donc pour les deux articulations B1 et B2. Donc on a deux corrigides, un corrigide entre B1 et B2 et entre B2 et puis le troisième point qui n'a pas de nom là, avec deux degrés de liberté, un autour de B1, un autour de B2 dans un axe A1, A2 mais qui sont tous les deux perpendiculaires au slide. On voit X et Y, X c'est positivement vers la droite, Y c'est positivement vers le haut, et Z c'est positivement vers nous. Lorsqu'on va calculer chacune des lignes, alors on ne les met pas en forme de matrice, mais on a décomposé déjà les lignes là. Donc lorsqu'on regarde la première ligne, et qu'on veut calculer le moment qu'il faut appliquer autour de A1 en B1 pour représenter le mouvement de P qui est entre B2 et le troisième point, par une force F, et ben on calcule le produit vectoriel entre A1 et P-B1, donc le vecteur PB. On prend la transposée de ça, et puis on fait le produit scalaire avec F. Alors le A1, donc le A1 c'est 0, 0, 1, puisque c'est Z, c'est le vecteur qui vient vers nous. Produit vectoriel avec P-B1. Alors P-B1, dans l'espace X, Y, Z qu'on nous donne, on nous dit que la distance entre B1 et B2 c'est de 2, et la distance entre B2 et le troisième point c'est de 1, donc c'est pour ça que c'est à la coordonnée 3. Évidemment la coordonnée du coup de P qui est exactement entre B2 et ce troisième point là, c'est 2,5 sur l'axe des X, et tout est aligné sur Y, tout est à 0 on va dire. Donc ici le A1 c'est bien Z, et P moins B1, sur l'axe des X c'est 2,5, parce que ça fait 2,5 moins 0. Sur le Y, c'est évidemment 0 parce qu'ils sont tous alignés, ils sont tous à la même hauteur. Et puis sur le Z, comme ils sont tous dans le même plan, ils sont aussi à 0. Lorsqu'on fait évidemment le produit en vectoriel de tout ça, ça nous donne un 0, 2,5 et 0. Ça, lorsqu'on fait le produit scalaire avec F, il suffit plus que de prendre 2,5 et de le multiplier par la composante Y de F. D'accord ? Donc c'est pour ça que le moment articulaire avec qui est ici de l'application d'une force F dans l'articulation B1 est donné par la composante Y de F multipliée par 2,5 tout simplement. Et puis pour la deuxième articulation, celle en B2, et encore une fois la ligne de la transposée jacobienne nous dit que c'est l'axe A2, donc encore une fois toujours pareil, le Z qui vient vers nous, produit vectoriel avec P moins B2 cette fois-ci, d'accord. Et donc ici, ça n'est plus qu'à 2,5, d'accord. La différence, la distance entre P et B2, elle n'est plus qu'à 2,5 sur l'axe X. Et positivement, c'est 2,5 moins 2 ici. Et encore une fois, sur le Y, c'est 0 parce qu'ils sont tous sur la même hauteur, et puis le Z, c'est aussi 0 parce qu'ils sont tous sur le même plan par rapport à nous. Lorsqu'on fait le produit vectoriel entre 0,01 et 0,5,0,0, ça nous donne, encore une fois, 0,0,5, 0. Et donc du coup, lorsqu'on fait le produit scalaire avec un vecteur f à trois composantes, x, y, z, on n'a plus que 0,5 fois f de y, puisqu'on a du 0 fois fx et du 0 fois fz, donc évidemment, ça ne sert à rien de les garder. Donc ici, pour l'articulation autour de 2, on a du 0,5 fois fy. Alors, on va essayer de vérifier ça de manière un petit peu intuitive. Est-ce que c'est logique qu'on obtienne ces deux choses-là, donc le 2,5 multiplié par la composante y en f et le 0,5
multiplié par cette même composante. Imaginons que dans notre exemple ici, on applique une force, F. On va imaginer une force horizontale, d'accord, qui pousse vers les positives en X. Donc on essaye de tirer P vers la droite le plus possible, d'accord. On pousse P vers la droite le plus possible. Donc évidemment, quel mouvement ça va générer lorsqu'on a uniquement le droit de tourner autour de B1 et B2, d'accord? Et ben ça ne génère aucun mouvement, ça. On essaie de tirer quelque chose qui est déjà allongé. On ne peut pas plus éloigner les choses que lorsqu'on les a déjà bien alignées. Donc effectivement, ça voudrait dire que fx a une composante positive, quelconque, c'est pas important la valeur, positive, et que les deux autres seraient à 0. Donc évidemment, ça ne produirait aucun mouvement, et donc du coup, il faut absolument que ça ne produise aucun moment articulaire. Et bien c'est effectivement bien ce qui se passe. Parce qu'effectivement, si fx est positif, mais que fy et fz sont à 0, alors le 2,5 et le 0,5 fois fy, bah, ça donne 0, puisque fy vaut 0. Et donc du coup, on n'aurait effectivement aucun moment articulaire qui serait produit par l'application de sa force. Ce qui est ce qu'on veut, puisqu'on ne veut pas que ça commence à tourner autour de B1 et B2 lorsqu'on essaye de tirer P vers la droite, parce que c'est déjà aligné. Par contre, on imagine maintenant qu'on veut appliquer une force qui est pile poil verticale, où le Fy est cette fois-ci positif, et puis le Fx et Fz sont encore à 0. Et par exemple, donc positif vers le Y, donc c'est-à-dire qu'on essaye de faire monter P. Donc on applique une force du bas vers le haut en la position P. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va pousser P vers le haut, P va monter, d'accord? Lorsqu'on va calculer la force, les moments que ça produit, on aura un 2,5 multiplié par cette valeur de Fy, qui est positive, c'est pas important laquelle valeur, c'est juste qu'elle est positive. Donc ça va effectivement bien nous produire une vraie valeur pour le taux, pour le moment autour de B1, et puis ça va aussi nous produire une autre valeur pour le taux autour de B2, qui sera aussi positive, qui existera, parce qu'on aura du 0,5 multiplié par quelque chose de positif, donc ça va exister et ce sera positif. Donc ça veut dire que à la fois on va tourner autour de B1 de manière positive et on va tourner autour de B2 de manière positive. Et ça c'est bien ce qu'on veut, parce que quand on va essayer de pousser P vers le haut, de quelle manière il faut faire tourner B2 et B1 pour que P aille vers le haut, l'autre étant fixe. Imaginons que B1, on ne tourne pas autour de B1, on est uniquement autorisé de tourner autour de B2. Comment est-ce qu'on fait pour faire monter P? Pour faire monter P, il faut effectivement faire tourner B2 de manière positive pour le faire monter, pour le faire aller vers le haut. Et de la même manière, si B2 est fixe, si on ne tourne pas autour de B2, et qu'on est autorisé uniquement de tourner autour de B1, de la même manière, la manière pour faire monter P, c'est de tourner de manière positive autour de B1. Et ça c'est aussi intéressant, la valeur de 2,5 et la valeur de 0,5. Pourquoi le 2,5 est plus grand finalement que le 0,5? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, effectivement, lorsqu'on va tourner autour de B1, un tout petit peu, ça va nous faire monter plus que si on tourne autour de B2. Ça, c'est le principe du bras de levier, c'est parce que la distance entre P et B1 est plus grande que la distance entre P et B2. Forcément, pour un même angle autour de B1, on va plus monter P que si on tourne autour de B2. Donc du coup, effectivement, à force F identique, ou Fy ici, identique, on va générer un moment plus grand autour de B1 qu'autour de B2, parce qu'on a un bras de levier plus grand. Donc pour une même force, on va évidemment créer plus de moments lorsqu'on a une rotation qui est plus éloignée que celle qui est proche de la position d'application de la force. D'accord, donc finalement on retrouve bien intuitivement ce qu'on aurait voulu voir. Deuxième exemple, avec toujours les axes AI, là, A1 et A2, qui sont toujours perpendiculaires au transparent. Toujours les X et Y de la même manière, à droite vers le X positif et Y positif vers le haut. Et on a cette fois-ci, donc on imagine les mêmes distances entre B1 et B2 et B2 et puis le troisième point, mais cette fois-ci la configuration initiale de base sur laquelle on veut calculer la transposée jacobienne et les moments articulaires, les forces virtuelles. On a tourné B2 de 90 degrés vers le bas. Et donc on recommence, donc il faut recalculer la transposée jacobienne puisque la configuration, les angles ont changé. Donc ça veut dire que les vecteurs BP ont changé. Si les vecteurs BP ont changé, alors toutes les composantes de toutes les lignes de la matrice de la jacobienne ont changé. Donc du coup il faut la recalculer.
Alors là, on leur calcule, donc les A1 et A2, ils n'ont pas changé, c'est toujours Z, donc c'est toujours 0, 0, 1. Par contre, le vecteur B1P, donc P moins B1, lui, ça vaut alors 2 en X, on se rappelle, on a une distance de 2 en X, on l'a vu tout à l'heure, et sur Y, parce que maintenant l'altitude, on va dire, de P est plus basse que B1, donc du coup on a du moins 0,5 en l'occurrence, parce qu'on a une distance de 0,5 entre la verticale B1, B2 et puis l'altitude P. Donc du coup on a une composante qui vaut moins 0,5 sur Y dans le vecteur B1P. Et puis Z 0 parce qu'on imagine qu'ils sont quand même toujours dans le même plan évidemment. Et puis pour le B2, cette fois-ci en X c'est 0, puisqu'ils sont à la même valeur de composante sur l'axe X, d'accord, ils sont alignés sur l'axe X. En Y, bah ici il est toujours à moins 0,5, hein, il est toujours à moins 0,5 par rapport à Y, et puis le Z il est toujours à 0 puisqu'on est toujours dans le plan. Quand on fait la transposée le produit vectoriel entre Z et puis respectivement ces deux vecteurs là, on obtient du 0,5, 2 et 0 pour le premier, et 0,5, 0, 0 pour le deuxième. Donc du coup, lorsqu'on fait le produit scalaire avec une force F, qui a trois composantes Fx, Fy et Fz, pour le moment, autour de B1, on obtient 0,5 multiplié par Fx plus 2 fois Fy, et puis pour le moment autour de B2, on obtient 0,5 multiplié par uniquement Fx. Alors encore une fois, on va essayer de vérifier ça de manière un petit peu intuitive, pour vérifier que ça va bien se comporter de la manière dont on veut, lorsqu'on va commencer à tourner autour de nos axes. Imaginons encore une fois deux cas un peu critiques qui sont l'application d'une force horizontale et l'application d'une force verticale, donc strictement positive en X dans le premier cas et strictement positif en Y avec les deux autres composantes qui sont à 0. Donc on essaye dans le premier cas de, encore une fois, tirer P vers la droite, donc d'essayer d'augmenter la composante X de P en appliquant une force. Et donc on va le convertir en des rotations autour de B1 et B2 et essayer de faire évidemment aller P vers la droite, cette fois-ci en faisant des rotations autour de B1 et B2. Alors si on fixe, on va commencer par B2, si on fixe B2 et qu'on tourne autour de B1, donc ça veut dire qu'il faut tracer là, de manière imaginaire, il faut tracer une ligne entre B1 et P, hein, qui est un peu une diagonale là. Et donc ça veut dire qu'on s'autorise à tourner autour de B1, de ce vecteur là B1, B1P. Pour que la composante X de P augmente, donc faire en sorte qu'effectivement il y a bien le mouvement résultant de l'application de la force Fx positive en P, il faut bien tourner de manière positive en B1. Et ça, on va regarder la composante X et la composante Y de la force. Là, la composante Y de la force, on imagine que c'est 0, on essaye juste de tirer vers la droite, d'accord? Donc effectivement, on va bien réussir on va bien tourner autour de B1, parce qu'on aura du 0,5 multiplié par Fx, donc ça va donner quelque chose de positif, et puis le 2 fois Fy vaudra 0. Donc on va bien tourner autour de B1 de manière positive, et ça va bien faire augmenter la composante X de P. Alors il faut un petit peu imaginer, ce qu'il faut imaginer du coup, c'est le cercle de centre B1 et de rayon B1P. Il faut faire tourner autour de B1, autour de l'axe A, et P va suivre ce cercle. D'accord ? Il faut regarder dans quelle direction, est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas. Donc est-ce qu'il faut tourner de manière positive ou de manière négative autour de B1 pour que la composante X de P augmente. Ben, si vous tracez l'arc de cercle ou le cercle là, vous voyez bien que c'est lorsqu'on va tourner de manière positive, donc vers le haut là un peu, hein, en haut, vers la haut en haut à droite, on va tourner de manière, X va bien, le P de X va bien augmenter lorsqu'on va tourner de manière positive autour de B1. Donc c'est pour ça que la composante, le 0,5 est positif. De la même manière, pour le B2, en imaginant qu'on ne peut plus tourner autour de B1. Donc là, le cercle qu'il faut imaginer, c'est le cercle de centre B2 et de rayon B2P. D'accord ? Dans quel sens il faut tourner autour de B2 pour que la composante X de P augmente ? Et bien encore une fois, c'est de manière positive autour de B2. Donc il faut que P aille vers la droite, et donc ça c'est tourner de manière positive autour de B2.
D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a aussi le 0,5 de fx. Et là, les deux composantes, effectivement, ont le même, les deux moments auront la même contribution du 0,5 fois la composante fx pour pouvoir faire tourner, faire déplacer p de manière positive autour de x, vers la direction x. Deuxième cas, qui est cette fois-ci, on imagine vouloir appliquer une force verticale, donc c'est le Fy qui est strictement positif, les deux autres étant nuls. Alors, et on imagine qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire autour de B1 et B2 pour faire déplacer P dans la bonne direction. Et là, faire déplacer P dans la bonne direction, c'est faire déplacer P vers le haut. Il faut que la composante Y augmente. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire augmenter la composante Y? Encore une fois, on imagine qu'on fixe B2, on ne tourne pas autour de B2, et on a le droit de tourner uniquement autour de B1. Donc c'est le même cercle que tout à l'heure. De quel côté il faut faire tourner B1 autour de B1 pour que la composante Y de P augmente, donc sur P monte vers le haut? Encore une fois, il faut que B1 tourne de manière positive pour faire aller le P vers le haut. Et cette fois-ci, c'est la deuxième composante du moment qui va être utilisée ici. On aura le fx qui faudra 0, mais le fy qui sera strictement positif. Donc le 2 fois fy va donner quelque chose de positif. Et donc effectivement, on a bien retrouvé le fait qu'on va bien générer un mouvement positif autour de B1 pour faire monter la position P. Et pour le B2, qu'est-ce qui se passe? Donc imagine qu'on n'a pas le droit de tourner autour de B1, on a uniquement le droit de tourner autour de B2. On imagine le cercle de centre B2 de rayon B2P, et on essaye de faire monter P en tournant autour de ce cercle-là. En fait, on va pas être, c'est pas possible. Lorsque dans cette configuration exacte là, à cette configuration exacte là où B2 et P sont exactement alignés, il ne faut pas faire tourner B2 pour faire monter P. Ils sont déjà alignés. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de composante Y en B2, parce qu'on ne peut pas. Par contre, imaginons que P, que l'orientation est un tout petit peu décalée, c'est-à-dire que c'est pas exactement aligné. Alors effectivement, là, on va pouvoir continuer à aller dans la bonne direction, qui était à la droite ou à la gauche, en fonction de est-ce que le décalage était un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Et là, effectivement, on va effectivement être capable de tourner autour de B2 pour continuer à la faire monter. Mais lorsque c'est exactement aligné, là, il ne faut pas bouger. D'accord? Parce que B2 et P sont alignés. Donc il ne faut pas générer de mouvement. Ok. Donc effectivement, on vérifie bien de manière intuitive que la transposée jacobienne et que les formules qu'on a vues fonctionnent correctement par rapport à ce qu'on fait. Revenons du coup à l'utilisation de cette chose-là. Ce qu'on a vu, c'est qu'on était capable de simuler avec des moments articulaires l'application d'une force externe. Alors souvent, lorsqu'on fait du contrôle, il est utile de pouvoir contrôler notre corps rigide, notre chaîne de corps rigide articulé avec des efforts virtuels. D'accord? Donc à travers l'application de forces externes, mais qu'on va convertir en moments. Pourquoi? C'est parce que certains composants du contrôleur, on verra ça aussi tout à l'heure, vont être plus faciles à utiliser, à définir, lorsqu'on va utiliser des forces externes à appliquer. Mais on va s'interdire de les appliquer et on va utiliser des forces virtuelles. Par exemple, ce sont les forces typiquement qui vont nous servir à essayer de maintenir un équilibre sur un sol ou sur n'importe quel objet, de n'importe quel objet par rapport à n'importe quel objet. On va appliquer des forces externes sur le centre de masse du corps qu'on veut contrôler, qu'on veut conserver à l'équilibre. Et effectivement, c'est plus facile de dire, ok, si je commence à me pencher vers la droite, je vais appliquer une force externe qui me repousse vers la gauche. C'est très intuitif et très facile à définir parce qu'on se dit, plus je penche vers la droite, plus je vais compenser et je vais avoir une force importante vers la gauche. Donc du coup, il y a une relation très forte et très directe entre quelque chose qu'on observe, un état de la simulation, qui est je commence à me déséquilibrer d'un côté, et puis la correction de l'erreur de cette chose-là. Donc du coup, comme c'est très facile, très direct, on va le faire, et puis par contre, on va s'interdire d'appliquer vraiment des forces externes, et on va se les traduire en force virtuelle. Le but aussi de passer par des forces virtuelles, c'est pas juste pour l'exercice de le faire, il y a un vrai intérêt de le faire, c'est qu'on a envie de centraliser tous les composants du simulateur vers des forces, des moments articulaires, puisque ça va nous permettre de modéliser
des choses différentes. Par exemple, si on décide que notre personnage a des limites au niveau de ce qu'il est capable de produire en termes de mouvement, ce qui est vrai, hein, nous humains, on n'est pas des surhumains, donc on a des limites. Nos articulations ne peuvent pas tourner ou ne peuvent pas s'activer, ou nos muscles ne peuvent pas s'activer de manière illimitée. Et donc du coup, on va être capable de modéliser, même dans le temps, hein, pour modéliser la fatigue par exemple, donc on va être capable de modéliser des limitations dans les choses qu'on est capable de faire. Bah, si on s'éparpille au niveau des composants et si on a des forces virtuelles et des forces externes, etc., si on ne centralise pas les choses, eh ben, on peut très bien imaginer que les forces qui ont été utilisées par exemple pour maintenir l'équilibre, si elles ne rentrent pas dans les moments articulaires, bah, ça veut dire que toutes les forces, tous les moments qui auraient correspondu à maintenir l'équilibre, mais qui n'ont pas été faites parce qu'on a appliqué des forces externes, eh ben, elles ne sont pas prises en compte dans la modélisation du moment articulaire maximum ou de la fatigue. Donc ça veut dire qu'on ne va pas représenter cette partie-là de la physiologie de la personne. Alors que si finalement on passe par des forces virtuelles et donc on les convertit en moments et que ces moments ils sont rajoutés à tous les autres moments qu'on va utiliser pour faire toutes les autres choses qu'on a envie que le personnage fasse, et ben du coup on va être capable de faire un max de la somme de toutes ces choses-là. Et là on va être capable de prendre en compte, d'avoir des modèles plus fins de l'activité humaine. Donc c'est pour ça qu'on aime bien aussi passer toujours par des forces virtuelles, parce qu'au final, on va tous les ajouter ensemble, toutes ces forces, et que on peut très bien vouloir faire un max, un min, quelque chose dans le temps, voilà, proposer de la fatigue, etc., etc. Et que si on éparpille un petit peu toutes ces activités, on va pas être capable de faire ça. Ok, donc pour rappeler aussi, hein, donc on va utiliser la transposée jacobienne pour être capable de faire ça. Par contre, attention, il va falloir la recalculer à chaque pas de temps. Alors techniquement, c'est pas exactement à chaque pas de temps, mais c'est à chaque fois que la pose, la configuration entre les corps rigides change. En général, ça change à chaque pas de temps, donc c'est pour ça que de manière plus simple, on le fait, il faut recalculer à chaque pas de temps. Mais en fait, c'est à chaque fois que les vecteurs BP changent, que au moins un vecteur change. Ok, donc ça c'était pour la partie introduction sur les fondamentaux de l'interaction physique, interaction basée physique et interactive. Quelques mots maintenant sur le contrôleur de mouvement, on peut en parler. Donc on a déjà vu un petit peu son rôle, hein. Son rôle, ça va être de générer les valeurs des actionneurs. Alors typiquement moment aux articulations, mais encore une fois, on pourrait très bien imaginer des composants du contrôleur dont le but est de calculer les forces externes, d'ailleurs vous le ferez, hein, les forces externes qui sont nécessaires pour faire quelque chose, par exemple maintenir l'équilibre, mais ça peut être aussi qui vont calculer d'autres bouts du composant. Donc le but, c'est de générer les valeurs des actionneurs pour être capable de faire le mouvement qu'on a envie de faire, donc typiquement exécuter une tâche motrice qu'on a envie de faire, genre marcher, courir, sauter, enfin n'importe quelle commande qu'on peut imaginer qu'un utilisateur ait envie de demander de faire. Alors, typiquement, ces simulations, donc ce contrôleur, ça fonctionne en boucle fermée, c'est-à-dire que ça va utiliser l'état de la simulation courant et ça va essayer de faire des corrections, des prédictions ou juste du calcul en fonction de l'état courant de la simulation et ça va ainsi boucler, ça va produire des valeurs d'actionneurs qui vont à travers l'interaction numérique et le simulateur physique générer une nouvelle pose, un nouvel état qui va être lu, qui va repasser par le contrôleur, qui va calculer des choses, etc. etc. et ça en boucle. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle fermée. Alors l'état de la simulation, qu'est-ce que ça va, où est-ce que ça va aller piocher les choses? Typiquement, ça va aller piocher dans le personnage lui-même, donc sa posture, les angles aux articulations, voilà, les positions relatives d'un corps rigide par rapport à un autre, des choses comme ça. Le centre de masse, donc COM, centre de masse, center of mass, les moments angulaires aux articulations, etc., etc. Les contacts, les informations de contact, par exemple, surtout pour un personnage, ouais. Est-ce que le personnage est en appui sur le sol? Est-ce qu'il est en phase de vol? Est-ce qu'il est sur un pied, sur deux pieds? Est-ce qu'il a aussi sur les mains, pourquoi pas? Donc c'est les informations de contact, et en particulier avec le sol, mais ça peut être de contact avec juste d'autres objets de l'environnement. Information de contact, à part juste le nombre d'appuis, également un peu plus d'informations sur le contact lui-même. Donc typiquement le polygone de support, ce qu'on appelait le polygone de support. Donc c'est en gros comment physiquement on est en contact avec le sol, autour de quel support on est en contact. J'y reviendrai un petit peu après sur ce polygone de support. Et puis la tâche qu'on demande au corps rigide articulé de faire,
Typiquement, si on demande au personnage d'atteindre une certaine cible, bah, c'est la position relative du personnage par rapport à cette cible. Donc la distance qui reste à parcourir, ou la distance entre la main et l'objet qu'on a envie d'attraper, etc., etc. Donc ça, ce sont les différentes données de l'état de la simulation que typiquement un contrôleur utilise pour calculer les moments et les articulations à appliquer sur le personnage pour atteindre la cible. Le contrôleur de mouvement également a pour but, en général, si c'est souhaité, mais c'est souvent le cas, d'assurer l'équilibre, d'accord, et de gérer les perturbations externes. C'est un petit peu mis ensemble ça, parce que finalement, l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une perturbation externe qu'on doit corriger en permanence. Donc lorsqu'on commence à se dééquilibrer vers l'avant, vers la droite, la gauche, hein, sur le côté, c'est pas important, et ben on peut voir ça comme étant une perturbation de la tâche motrice qu'on doit faire qui est de rester en équilibre. Et donc finalement on va juste corriger l'erreur de manière permanente. Donc on peut voir ça comme étant une perturbation. Les vraies perturbations externes, c'est par exemple on a vraiment poussé, on a vraiment appliqué une force externe sur le personnage qui l'a fait vraiment se décaler par rapport à ce qu'il devait faire. Mais finalement, pour le contrôleur, ça peut être vu de la même manière, qui est je commence à dévier de ce que je devais faire. Le contrôleur permet également l'interaction avec le personnage à travers des paramètres de haut niveau. Effectivement, les commandes utilisateurs, c'est je veux changer de tâche, je veux maintenant sauter, maintenant courir. Je veux changer de direction, je veux aller à gauche, à droite, plus ou moins, je veux aller plus ou moins vite, etc. Donc toutes les tâches effectuées. Donc le contrôleur est aussi là pour récupérer ces commandes et agir et évidemment calculer les moments et les forces à appliquer pour répondre aux demandes de l'utilisateur et de ses paramètres de haut niveau. Potentiellement, ce contrôleur de mouvement va être connecté avec d'autres contrôleurs de d'autres tâches, ou bien avec une partie complètement différente du moteur d'animation. Par exemple, la partie cinématique, comme un petit peu on l'a vu tout à l'heure, la partie hybride mix entre cinématique et dynamique. On peut très bien imaginer que le contrôleur de mouvement, son rôle, c'est aussi d'être capable de faire le lien, donc les échanges de données, donc de faire la bascule d'un mode d'animation à un autre mode d'animation, ou d'une tâche gérée par un contrôleur à une autre tâche gérée par un autre contrôleur. Schématiquement, la conception classique d'un contrôleur de mouvement en environnement physique, ça ressemble à ça. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle dans l'espace des articulations, parce qu'on va gérer notre animation articulation par articulation. Et on va essayer de suivre des poses imposées, et on va le faire par un système de feedback local. Alors le schéma, je vous l'explique, donc on a en entrée des paramètres de haut contrôle, donc c'est typiquement la vitesse de déplacement, les commandes, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, ce sont les paramètres de contrôle. On a un premier composant de notre contrôleur qui va s'occuper de gérer l'équilibre et de gérer la pose courante de notre personnage. D'accord ? Donc ça va prendre en paramètres les paramètres de haut contrôle, donc typiquement la vitesse de déplacement du personnage ou l'orientation qu'il doit prendre dans le monde. Ça va regarder également une pose de référence. Typiquement, on a quand même besoin d'un certain nombre d'informations de base sur le mouvement. Je vous ai dit au tout début que la simulation basée dynamique n'avait besoin de rien, pouvait générer du mouvement from scratch. Oui, mais c'est quand même plus facile et plus rapide de partir de quelque chose. Donc en fait, ce qui est en général utilisé quand même, c'est des bouts de mouvement, des brides d'informations de mouvement ou de pause qui servent de base pour générer le mouvement final. Donc c'est ce qui est ici appelé comme le time-based reference pose. Donc ce sont des poses de référence qui vont nous être utiles, qu'on va potentiellement adapter. C'est pour ça que la flèche de sortie du composant de contrôle, c'est une pose désirée qui évidemment va différer de la pose de référence. C'est pour ça que c'est une base, mais on s'autorise à modifier et éventuellement énormément modifier cette pose de référence pour la pose désirée. Donc cette pose désirée, elle est générée à partir du contrôleur hein, qui prend les paramètres de contrôle, la pose de référence, mais aussi les données, l'état courant de la simulation, donc c'est ce qu'on appelle le sensor data ici, donc l'état courant de la simulation, et ça va générer une pose qui est désirée. Et cette pose désirée, donc c'est ce qu'on veut que le personnage prenne comme pose, comme posture, au prochain pas de temps, le plus rapidement possible. Le but d'une autre partie du contrôleur, qui est ici appelé le local feedback control, donc qui est le contrôleur de feedback local, son but, ça va être
de comparer la pose désirée avec la pose courante, ça va faire une différence. Et plus cette différence est grande, plus on va générer des grandes valeurs d'actionneurs. Donc c'est pour ça que la flèche de sortie de ce contrôleur, de ce bout de contrôleur, c'est le actuateur data, donc la valeur de l'actionneur. Donc effectivement, si on est très très proche de la pose qu'on veut, et ben on va juste un tout petit peu changer les accélérations angulaires et donc les vitesses angulaires et donc les angles. Si on est très très loin de la pose qu'on veut avoir, et ben on va générer beaucoup de moments pour être capable de générer beaucoup de mouvements pour assez rapidement, dans le temps, converger vers la pose désirée qu'on veut avoir. Et donc ça marche comme ça, donc avec deux morceaux du contrôleur, un morceau qui va calculer la pose qu'on veut atteindre, à partir de l'état et des paramètres de haut niveau, et du mouvement de référence, et puis un truc plus local qui va uniquement regarder la différence entre la pose courante et la pose désirée et qui va générer les valeurs d'actionneurs de manière proportionnelle et qui va générer afin de changer la pose courante pour qu'elle se rapproche le plus possible de la pose désirée. Et on fait ça en boucle à chaque pas de simulation. Donc ce feedback local, hein, le but c'est de calculer du coup les moments articulaires, on va dire les actionneurs de manière générale, mais ici, de manière plus particulièrement, on peut choisir les actionneurs qui sont les moments articulaires, qui vont du coup essayer de minimiser, dans le temps, hein, la différence entre la pose courante et la pose désirée. C'était ça qu'on voulait faire. Ça veut dire qu'il va falloir produire, évidemment, les moments lorsque les poses sont différentes. Si la pose courante et la pose désirée sont identiques, on ne change pas, donc on ne produit pas de pose, on ne produit pas de moment et de force, et donc du coup, on attend juste le prochain pas de simulation pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on commence à avoir des différences? Est-ce qu'il faut commencer à corriger les erreurs qu'on voit? Plus l'erreur, la différence entre les deux poses est grande, ça veut dire plus il faut corriger cette erreur, et donc plus il va falloir produire des moments en grand pour corriger de l'erreur. Le mécanisme de base, super classique, pour faire ça, pour vraiment répondre exactement à ce problème qui est un problème très générique de correction d'erreur dans une simulation en boucle fermée, c'est ce qu'on appelle un régulateur PD. Alors PD c'est pour proportionnel et dérivateur, c'est un PD controller en anglais. C'est ce qui s'appelle ça. Donc la définition c'est que c'est un procédé d'asservissement en boucle fermée qui est utilisé en plein de domaines, beaucoup de domaines de l'industrie, la robotique, enfin partout en ingénierie. C'est vraiment utilisé vraiment partout. C'est un procédé qui permet de corriger des erreurs qui arrivent, qui sont observées. Donc c'est quelque chose qui est très, très souvent objet de recherche et d'implémentation, et c'est vraiment utilisé un peu partout. Pour l'animation basée physique, ça va nous servir à corriger l'erreur entre la pose courante et la pose désirée. Alors du coup, on va faire ça, puisqu'on va passer, on estime, on imagine qu'on va passer par des moments articulaires, on va le faire degré de liberté par degré de liberté. Donc on va le faire individuellement pour chaque degré de liberté. On va corriger les erreurs pour chaque degré de liberté, de manière individuelle et indépendante. On va noter ici θ point, θd, θd point, respectivement, donc θ ce sont les angles, d'accord, de la pose courante, θd c'est l'angle de la pose désirée, le θ point c'est la dérivée première de l'angle, donc du coup la vitesse angulaire courante, et le θd point c'est la vitesse angulaire désirée. Comment est-ce qu'on va calculer le moment articulaire, le taux, c'est pour ça que c'est encore taux, hein, c'est la même notation ici du taux. Le taux, le moment articulaire à appliquer autour d'une articulation, d'un degré de liberté, va être égal à une valeur Kp multipliée par la différence de pose, donc le θd moins le θ, plus un terme Kv multiplié par la différence entre les deux vitesses angulaires, la vitesse désirée et la vitesse actuelle. D'accord? Donc ce qu'on remarque, c'est que le moment articulaire, c'est la somme de deux termes. Le truc global, c'est que c'est un plus entre deux termes. Et le terme de gauche, c'est ce qu'ils appellent le terme proportionnel, parce on va calculer quelque chose qui est proportionnel à l'erreur entre les angles. Donc c'est le P du régulateur PD. Et le deuxième terme, il est proportionnel à l'erreur des dérivés. Donc ici des vitesses, parce qu'on est en train de travailler sur les positions et des vitesses, des angles et des vitesses angulaires. De manière générale, c'est des dérivés. D'accord? Ici dans le temps, première dans le temps. Donc ici le D pour dérivateur. Donc d'où le nom de régulateur proportionnel dérivateur, parce qu'on a deux termes, un proportionnel à des positions pour nous et un proportionnel à des dérivés des vitesses pour nous. Donc du coup,
régulateur PD. Les valeurs KP et KV, ce sont ce qu'on appelle les gains du régulateur. Et c'est ce qui permet du coup de réguler la réactivité du contrôleur à la différence des états, que ce soit en position ou vitesse. Ça veut dire que pour une même différence d'état, donc si notre bras il est complètement plié et qu'on veut complètement le déplier, il y aura une grande erreur. Bah, si en plus de la grande erreur on a un grand KP, on va générer un moment énorme. Alors que si le KP il est tout petit, c'est que ça veut dire qu'on va y aller petit à petit, c'est qu'on va générer un tout petit peu de moment seulement, même si l'erreur est très grande. Donc ça va nous permettre de réguler, de dire est-ce que finalement on va agir de manière très réactive, très rapide, très du coup saccadée à des différences d'erreur, ou au contraire on va prendre le temps, on va faire les choses de manière la plus fluide possible et du coup plus lente possible, donc du coup moins réactive possible, à des différences d'erreur qu'on constate à la fois sur la différence de position ou la différence d'angle ou la différence de vitesse, donc c'est en fonction du KP ou du KV. Une tâche assez difficile et qui va prendre du temps, du coup ça va être de trouver des bonnes valeurs de ces KP et KV, parce que c'est en fait c'est dépendant du système qu'on modélise et qu'on simule, et que pour deux systèmes différents, les valeurs seront différentes. Si on a des valeurs de KP qui sont trop grandes, bah, ça veut dire que dès qu'on aura même des toutes petites erreurs constatées dans les postures, alors on va générer énormément de moments, et donc du coup ça va faire des mouvements qui sont très secs et qui sont même oscillatoires, parce que on va même sans doute faire du overshot, c'est-à-dire qu'on va générer un moment trop grand, on va corriger trop, et on va même passer le point où on voulait, donc on va aller plus loin que là où on voulait aller. Et donc du coup, au patent prochain, eh ben, on va essayer de revenir en arrière, mais aussi peut-être éventuellement trop, parce qu'encore une fois le KP est grand, est trop grand. Et donc du coup, on va comme ça osciller autour de la valeur qu'on voulait avoir. Donc ça, c'est pas bon. Un KP trop petit, par contre, lui, bah, ça veut dire qu'il pourrait même être suffisamment petit pour que on ne puisse pas générer suffisamment de moments pour être capable de converger vers là où on veut aller. Donc il faut pas être trop petit, parce qu'il faut d'être capable de réagir et même d'être capable de converger vers la solution où on veut, mais il ne faut pas un KP trop grand, parce que sinon on va commencer à osciller autour de notre valeur qu'on veut avoir. C'est un peu la même chose pour le KV. Un KV trop grand, ça veut dire qu'on va converger trop lentement, c'est-à-dire que si la différence de vitesse elle est toute petite, on va quand même produire énormément. Donc on est très proche de la vitesse à laquelle on veut faire les choses, mais on va quand même corriger beaucoup. Eh ben, ça veut dire qu'on va avoir du mal à converger vers à la fois la position et la vitesse qu'on va avoir. Et si notre KV il est trop petit, alors encore une fois on va produire des oscillations, parce qu'on va juste pas être capable de produire encore une fois suffisamment de moments pour être capable de converger à la vitesse où on veut converger. Vous utiliserez ces régulateurs-là dans votre TP. Donc vous allez bien voir, vous allez manipuler la valeur de ces gains, vous allez bien voir comment ça fonctionne, et vous allez aussi voir que ça peut être un petit peu difficile à trouver des bonnes valeurs. Pour nous simplifier la vie, il y a deux choses qui existent, qu'on peut utiliser si on veut. Souvent, en animation basée physique, et même dans un certain cadre, on va vouloir poser que la vitesse désirée, c'est 0. D'accord ? Donc ça nous permet de dire en permanence qu'on veut toujours converger avec une vitesse nulle, donc on veut toujours doucement arriver à nos cibles. Donc très lentement arriver à nos cibles. C'est quelque chose qui est fait de manière classique. C'est fait de manière classique lorsqu'on a assez peu d'informations sur le mouvement qu'on veut produire. Si on a juste quelques poses de ci, de là qu'on veut suivre, mais qu'on n'a pas d'informations sur la vitesse à laquelle on doit y passer, alors on peut dire que la vitesse désirée est nulle. Sinon, on va utiliser la vraie vitesse désirée qu'on a récupérée à partir du mouvement de référence qu'on veut suivre, ou qu'on veut utiliser en tout cas à l'origine. En particulier, du coup, si on veut conserver l'équilibre de notre personnage, eh ben, pour que ce soit bien lisse, on va mettre une vitesse désirée de 0. Sinon, ça veut dire qu'on va passer à l'état d'équilibre avec une vitesse non nulle, et donc du coup, on va basculer de l'autre côté. Donc en particulier, lorsqu'on travaille avec l'équilibre, on va poser des vitesses nulles, ça va bien fonctionner. Des vitesses désirées nulles. Deuxième chose qu'on peut utiliser, petit trick qu'on peut utiliser, il existe une relation entre KV et KP qui nous donne ce qu'on appelle un amortisseur critique. Donc c'est un sous-ensemble de ce qui peut être fait avec les régulateurs PD. C'est ce qu'on appelle un amortisseur critique. Voilà. C'est ce qui va nous permettre de converger de manière rapide et sans trop d'oscillation à notre cible.
Et donc la relation qui existe entre le Kp et le Kv, c'est que le Kv, du coup, est égal à 2 fois la racine carrée de Kp. Donc, si on détermine la valeur de Kv grâce à cette formule, alors du coup, on aura une bonne relation déjà entre les deux. Donc on n'aura plus que Kp à fixer. Alors on peut aussi inverser l'équation pour n'avoir que Kv à fixer. Et donc si on garde celle-là, on n'a que Kp à fixer, et puis du coup Kv devrait être plus ou moins correct. Parfois, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met à l'échelle les gains en fonction de l'inertie des corps rigides, effectivement. Plus un corps rigide a beaucoup d'inertie, c'est-à-dire plus il va falloir avoir de moments importants pour être capable de le faire tourner de la même manière qu'un corps rigide qui a moins d'inertie. Donc du coup, pour balancer les choses, pour avoir des Kp et Kv qui sont à peu près homogène pour tous les corps rigides et capable de faire d'autres choses, d'autres calculs, on va être capable, il est une bonne idée de mettre, mettre à l'échelle les gains en fonction de l'inertie des corps et donc de les augmenter avec l'inertie qui augmente. Ces choses-là sont dans tous les cas, donc les gains, que ce soit les deux ou uniquement l'un des deux, si on a une relation entre les deux, assez difficile à trouver de manière manuelle. Et il existe des approches qui permettent de calculer ces valeurs-là de manière optimale. Alors optimale évidemment en fonction de critères d'optimalité qu'on va décider, mais donc d'avoir tous des processus d'optimisation pour essayer de les calculer de manière automatique et qu'ils soient optimales en fonction d'un critère d'optimalité qu'on va se décider. Pour illustrer un petit peu la variation des valeurs de Kp et Kd en fonction du résultat de la convergence, il y a un petit exemple ici. Alors, c'est un petit détail ici, c'est pas un PD, c'est un PID. Donc, il y a un terme composant qui existe beaucoup dans l'industrie, qu'on n'utilise pas dans l'animation basée physique parce que ça n'a pas d'intérêt d'utiliser le hic pour l'intégration. Mais donc, vous allez voir ici, donc ici, là, le Kp va varier. Donc, vous voyez que plus le Kp varie, plus on a des amplitudes grandes, mais aussi plus on monte en capacité. Donc là, on a monté énormément. Donc le I, ça permet de aussi converger vers la valeur. Et le D, on va voir que ça réduit énormément les oscillations autour de notre cible. D'accord. Donc, et l'idéal, c'est ce qu'on voit à la fin, c'est qu'on monte très rapidement vers la ligne rouge qui est la cible qu'on essaye de se donner, et on y reste sans osciller de manière stable après. Donc ça, c'est le comportement idéal du PID, et c'est ce que on tend à avoir lorsqu'on utilise un amortisseur critique, donc la relation entre Kp et Kv qu'on a vu tout à l'heure. Alors, au niveau du contrôle de la pause, plusieurs choses ont été faites dans la littérature, c'est juste pour vous donner maintenant un petit aperçu de ce qui se fait aussi. Ça a commencé très tôt avec de la génération procédurale de mouvements. Donc c'est ce qui était fait dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, qui était voilà, la vidéo de 1996, donc très très vieille. Mais il y a évidemment de nouveaux travaux qui ont été faits depuis, même si ça commence à être assez vieux, d'animation de créatures aquatiques, donc où les forces et les moments sont créés de manière procédurale, on les applique et on voit ce que ça donne. Ça marche très bien, voilà, lorsqu'on veut simuler des mouvements qui sont par nature procéduraux, donc qui peuvent être représentés typiquement par des fonctions. Du coup, les fonctions peuvent très bien être utilisées pour représenter les valeurs des actionnaires, et ça marche très bien. Quelque chose qui est aussi très très utilisé, ce sont les graphes de pause. Alors, un petit peu faire attention par rapport aux graphes que vous avez pu voir dans l'animation cinématique.
Ici, les graphes de pause, ce sont des graphes de pause de contrôleurs. C'est-à-dire qu'on a des contrôleurs et dans chacun des contrôleurs qui représente une tâche motrice typiquement, on va avoir des pauses, mais quelques pauses uniquement des quelques pauses clés, et on va utiliser un processus d'asservissement avec PD contrôleur pour être capable de passer d'une pause clé à une autre pause clé. Donc là par exemple dans ce que vous voyez, les marches du personnage que vous voyez ici, elles sont générées uniquement avec 4 pauses clés. Donc il y a uniquement 4 pauses, 4 postures qui sont utiles pour générer la totalité de tout le mouvement, de tout le cycle de marche. Et ça, c'est fait en faisant de l'interpolation déjà entre les 4 mouvements, et puis en utilisant ce processus d'asservissement à chaque pas de temps pour être capable de bien suivre l'interpolation qui existe entre deux états successifs dans une même machine à état. Du coup, ça utilise des machines à état. Et donc on a ainsi des machines à état de plein de contrôleurs qui nous permettent de faire différentes tâches possibles et ça marche très très bien. Parce que le papier que vous voyez ici, le nom c'est Simple Babel Controller, donc Simbicon. Donc c'est un travail de référence dans le domaine. Un autre exemple ici où on va utiliser des mouvements capturés à une plus haute fréquence, une fréquence normale de capture de mouvement. On fait un suivi individuel donc, de tous les degrés de liberté en utilisant des régulateurs PD. On utilise le principe de transposée jacobienne pour gérer l'équilibre. Donc la gestion de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va regarder le centre de masse, alors sa position et sa vitesse. On va regarder l'orientation du torse et puis le moment angulaire total du personnage. Et on va appliquer des forces et des moments virtuels de telle façon qu'on va essayer de gérer l'équilibre, donc de remettre le centre de masse à sa bonne position, d'avoir une bonne orientation du torse, etc., etc. Et également, il y a une optimisation qui a été faite avant de faire ce contrôle-là, il y a une optimisation hors ligne qui a été faite pour à la fois calculer les gains des PD contrôleurs pour chacun des degrés de liberté, et aussi les poids des critères d'équilibre dans le calcul de la transposée jacobienne. On optimise les erreurs de posture et d'appui, par rapport au mouvement de référence. Et puis on essaie de minimiser les glissements des pieds sur le sol et également l'effort du personnage pour utiliser le principe que quelqu'un d'humain va essayer d'utiliser le moins d'activité possible, va être le plus feignant possible pour effectuer un mouvement. Ça utilise un processus d'optimisation qui s'appelle le Convergence Matrix Adaptation, c'est juste un algorithme de calcul d'optimisation. Et donc ça nous donne ça, où on est capable de voir donc sur la gauche le mouvement de référence motion capture, et puis sur la droite le mouvement dans un environnement basé physique de ce même personnage là, mais celui-ci contrôlé par des forces et des moments. Donc son but c'est d'essayer de répliquer le plus fidèlement possible le mouvement qui a été capturé, donc le gris sur la gauche, mais tout en étant dans un environnement physique. Donc on voit qu'il est capable de faire les choses plus ou relativement correctement. Parfois, on n'obtient pas exactement les mêmes poses parce qu'effectivement, il a fallu gérer l'équilibre. Là, par exemple, il a été un tout petit peu perturbé. Et le gros gain, c'est que comme on est dans un environnement physique, contrairement au mouvement de gauche, où si on lui lançait des balles, il ne réagirait pas parce que c'est un mouvement qui est issu d'une base de données. D'accord ? Il faudrait calculer vraiment à la main la réaction. Là, il suffit juste de lui balancer les balles et c'est le moteur physique, c'est vraiment les équations du mouvement qui vont nous donner la réaction. Là, parfois, là, il se fait un petit peu taper dessus, il réagit, ça le bouscule, mais il se corrige. Il se corrige parce qu'il y a des régulateurs PD qui vont constater ça comme étant de la différence d'état et qui vont juste créer des moments un peu plus importants pour corriger l'erreur. L'autre intérêt aussi, c'est que du coup, comme ça ne repose que uniquement sur les lois du mouvement, donc on peut changer beaucoup de choses, telles que les modèles, on peut changer la taille des bras, des jambes, etc., etc., tout en utilisant exactement le même mouvement de référence. De toute façon, c'est corrigé par le moteur physique. Donc si on lui donne des grandes jambes et un tout petit torse, comme c'est là, il va être capable sans avoir rien à faire, hein, le contrôleur n'a pas changé d'une miette, on est capable de créer un mouvement et de contrôler un mouvement sur un personnage qui peut être relativement très différent, puisque le fait que tout est maintenant fait de manière automatique fait qu'on n'a pas besoin de repré-calculer n'importe quoi. Voilà. Petit résumé sur ces contrôleurs basés articulation là. Donc c'est assez intuitif et facile à utiliser et à implémenter puisque ça agit de manière assez directe sur les articulations. Donc c'est très proche de ce qu'on fait en cinématique. Toutes les degrés de liberté sont faits de manière individuelle, sont gérés de manière individuelle, hein, donc c'est très direct. Donc du coup c'est très facile de le lier avec un moteur d'animation cinématique. Faire la bascule entre les deux est très facile.
C'est très robuste aux perturbations, puisque c'est fait pour ça. Le processus, le PD controller, c'est fait pour être robuste à des perturbations, à des erreurs qui sont constatées, qui sont observées. Donc du coup, c'est très robuste à des perturbations qui ne sont pas prévues. Par contre, les inconvénients, c'est que du coup, comme le feedback est fait uniquement par chaque degré de liberté de manière complètement indépendante, bah, ça veut dire qu'il n'y a aucune coordination entre toutes les articulations. Donc on pourrait imaginer des situations où ça vaudrait le coup de corriger une articulation plus qu'une autre, ou même pas du tout une autre et complètement une autre, mais ça on ne peut pas le faire parce que tout est fait de manière indépendante. Et donc ça aussi résulte dans le deuxième un petit peu point faible, qui est que en général c'est assez difficile d'obtenir des mouvements qui sont très naturels, surtout s'ils sont très perturbés, et que ça demande pas mal d'ajustements manuels, en particulier des gains des PD contrôleurs. Donc du coup, le fait que les degrés de liberté sont contrôlés de manière indépendante et qu'il faut faire beaucoup de choses un peu manuellement, même s'il y a de l'optimisation qui peut nous aider, voilà, l'aspect naturel, mouvement naturel des mouvements qui sont obtenus n'est pas forcément assuré. Voici pour la partie contrôle de mouvement. Quelques mots sur le TP. L'objectif du TP, donc, ça va être d'implémenter un contrôleur de mouvement pour contrôler le mouvement d'une créature très simple, très basique, avec uniquement 3 corps rigides, ce qu'on va appeler un pied, une jambe et un tronc, et puis 2 articulations qui connectent ces 3 corps rigides, une cheville entre le pied et la jambe, et ce qu'on appellera une hanche entre la jambe et le tronc. Et donc voilà, vous allez avoir un environnement aussi de visualisation pour être capable de voir le mouvement de la créature. La créature, elle est sur une plateforme qui peut tourner, donc c'est en 2D, c'est en 2D, donc une plateforme sur laquelle elle est posée au début, et elle peut tourner sur elle-même, la plateforme. Donc du coup, c'est-à-dire que la créature peut glisser et tomber de la plateforme. On peut aussi balancer des balles sur la créature, un peu comme dans les vidéos qu'on vient de voir, donc, pour tester sa robustesse aux perturbations. Et donc le TP est en 2 parties. Une première partie où vous avez, alors pas grand chose à faire vous-même, vous avez juste à suivre des choses et faire quelques petites expérimentations. Sur 2 parties du contrôleur. Une première partie pour être capable de faire en sorte que la créature reste à l'équilibre en permanence, même lorsqu'on lui lance des balles et même lorsqu'on fait tourner la plateforme. Et une deuxième partie où on va demander à la créature de suivre un mouvement, un mouvement cible qui va être lu depuis un fichier. Alors fichier que vous pourrez éditer si vous voulez. Et vous pourrez également faire les deux à la fois, évidemment. C'est à la fois maintenir l'équilibre et suivre le mouvement. Et vous pouvez aussi maintenir l'équilibre, suivre le mouvement en lui lançant les balles et en le faisant tourner sur la plateforme. Et normalement, tout devrait être capable de marcher en même temps. Donc ça, vous allez voir, donc vous allez avoir le code pour ça, vous allez commenter, décommenter des petites choses, changer quelques petites valeurs pour expérimenter un petit peu les paramètres du simulateur. Et puis ensuite, vous aurez une vraie partie développement où vous aurez vous-même à développer des choses. Sur la partie maintien de l'équilibre, donc vous le verrez dans l'énoncé du TP et puis dans le code qui vous sera fourni, l'équilibre va être maintenu en s'assurant de corriger le centre de masse de la créature et en faisant en sorte que le projeté du centre de masse va être bien en correspondance à la même position que ce qu'on va appeler le centre de polygone de support de la créature. Donc en fait, on va être en équilibre lorsque la créature sera entre guillemets droite sur ses pieds, sur son pied, parce qu'il n'y a qu'un seul pied. Et donc du coup, le centre du polygone de support de la créature, ça va être le centre de la face du bas du pied de la créature. D'accord? Donc évidemment, si le centre de masse sont projetés, se projette à la même position, parce qu'on est en 2D, donc à la même position position X, c'est-à-dire que si X est gauche-droite, si ça a la même position, alors ça veut dire qu'on sera en équilibre. Et effectivement, c'est une bonne approximation de l'équilibre de la créature, c'est que son centre de masse est tout droit par rapport au milieu de son pied. Okay. Lorsque une erreur sera constatée, ce qui sera juste 99,9% du cas, on ne sera jamais exactement pile poil au-dessus du centre de masse, enfin que le centre de masse soit au-dessus du centre du polygone de support. Donc on aura tout le temps une petite erreur. On va corriger cette erreur-là. Donc l'erreur dans la position du projeté va déterminer la force qu'il va falloir appliquer sur le centre de masse. La force, on l'applique sur le centre de masse de la créature. D'accord? Et donc cette force de masse, encore une fois, on va s'interdire de vraiment l'appliquer sur le centre de masse de la créature. Cette force, on va la convertir en moments articulaires, en 2 moments articulaires, parce qu'on n'a que 2 degrés de liberté ici, pour la cheville et puis le genou, là, ou la hanche. Et donc du coup, on va convertir cette force externe
en moment articulaire en utilisant le principe de la transposée jacobienne et des forces virtuelles. Et on va appliquer ces moments articulaires à chaque pas de simulation en fonction de l'erreur dans le projeté. Le suivi du mouvement, lui, il va être fait en récupérant un fichier de mouvement qui est fourni, qui est un format très très basique. Ça récupère le fichier, ça lit le contenu du fichier qui sont des angles à suivre dans le temps. Le chargeur du mouvement il est fourni, donc vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Et pour chaque degré de liberté, le but de ce bout de composant, ça va être de récupérer l'angle désiré, qui est issu du mouvement, du fichier, en fonction du temps qui s'est écoulé. On va cyclifier, c'est un mouvement qui sera répété de manière infinie. C'est un mouvement infini, un mouvement cyclique qui va être répété en permanence. Et puis on va calculer le moment articulaire qui va être nécessaire pour réduire l'erreur entre l'angle courant et l'angle où on devrait être. On va utiliser évidemment le principe du régulateur PD pour ça. Ça va nous calculer un moment articulaire qu'on va appliquer à chacune des deux articulations qu'on veut animer comme ça, pour chaque pas de simulation. Et donc on va récupérer ce moment articulaire-là, on va le sommer avec les moments articulaires qui sont ici de la gestion de l'équilibre, et on va tous les appliquer sur nos corps rigides, et on va ainsi passer au pas de temps suivant, faire le calcul de la simulation physique, donc calcul de détection, contraintes, intégration numérique, etc., etc. Tout ça, ce sera fait par le moteur 2D que vous allez utiliser, qui est Box 2D. La partie développement, vous allez choisir vous-même ce que vous voulez vraiment implémenter, d'accord ? Vous allez avoir une liste de propositions si vous êtes en manque d'idées. Vous n'êtes évidemment pas du tout tenu de choisir quelque chose qui est dans la liste. C'est même pas plus mal si vous choisissez quelque chose qui n'est pas dans la liste. Essayez même d'être créatif et original. L'originalité, ça va être un des critères d'évaluation. Par contre, essayez d'être réaliste parce que vous n'avez pas non plus des dizaines d'heures pour faire ça. Donc du coup, essayez si vous voulez choisir dans la liste, pas de problème. Si vous voulez choisir hors de la liste, pas de problème non plus. Si vous doutez quand même, vous pouvez me demander si vous doutez de la faisabilité ou de l'intérêt de ce que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez rajouter un deuxième pied à la créature pour faire une créature bipède. Vous pouvez, au lieu de la faire juste se tenir en équilibre ou suivre un mouvement de base, essayer de la faire se déplacer, alors marcher en sautant ou d'une autre manière. Vous pouvez aussi travailler sur une optimisation automatique par un processus d'optimisation des gains des contrôles, des régulateurs. Il y a plein de choses faisables. C'est un travail qui est individuel. À la fin du TP, vous aurez à rendre évidemment le code de ce que vous avez fait, un document explicatif, le descriptif du contenu et dans l'énoncé du TP. Il ne faut pas hésiter à mettre du contenu un petit peu théorique. Et puis, il faudra aussi joindre une vidéo de démonstration de votre code. Si ça ne rentre pas dans l'archive pour le déposer sur Thomus, vous mettez juste un lien dans le document explicatif pour aller récupérer la vidéo. Voilà, merci de votre attention.